Nous allons commencer en douceur et vous présenter la plus vieille planète que nous connaissons dans l'univers. Elle est surnommée Mathusalem, mais évidemment son vrai nom pour ceux qui connaissent, c'est PSR B162026b évidemment, et elle a 12,7 milliards d'années. C'est une sorte de grosse boule de gaz et le jour où Total aura exploité tout le gaz du Qatar, peut-être qu'ils vont racheter cette planète, qui sait Bonjour à tous, nous sommes de retour sur Actu Réfractaire, une vidéo tous les jours de la semaine à 18h à peu près. Et là ça fait 2 jours que je me tape une parisianite aiguë, là, le rhume et tout, c'est terrible quand même. Dès que tu vas dans cette ville, tu tombes malade. Pourquoi les gens ils y vivent? Mais malgré tout, on est quand même là, on est lundi et on va vous présenter l'actualité. Donc n'hésite pas à commenter, à liker et à partager. Allez, comme d'habitude, on va donc commencer avec une petite mise à jour de la situation en Palestine. Et non, il n'y a absolument aucun faux raccord entre les deux prises, je vois pas de quoi tu parles. La semaine dernière, on s'en souvient tous, il y a eu un bombardement dans un des hôpitaux de Gaza. Le Hamas accuse alors Israël du bombardement et l'État israélien accuse le djihad islamique. Et il y a des preuves, des contre-preuves, des enquêtes et des contre-enquêtes. Parmi celles-ci, une toute récente de Forensic Architecture, un think tank basé au Royaume-Uni qui remet lui en cause la version israélienne concernant l'explosion de l'hôpital de Gaza. Selon une analyse 3D, le projectile serait venu du nord-est et non de l'ouest, c'est-à-dire de l'État israélien et pas de Gaza. Les images des bombardements ont embrasé le Moyen-Orient avec des manifestations parmi les plus importantes de la décennie et ce week-end en Occident aussi. En France, il y a eu 15 000 personnes place de la République à Paris selon les chiffres de la préfecture, 30 000 selon les organisateurs. On a pu entendre Israël assassin, Macron complice ou encore pas de paix sans décolonisation. À Bruxelles, c'est 12 000 personnes selon la police et à Londres, un vrai raz-de-marée puisque c'est 100 000 manifestants selon la police et 300 000 manifestants qui ont soutenu la cause palestinienne. Selon les autorités, il s'agit de l'une des 10 plus grandes marches de toute l'histoire britannique. Il y avait aussi 15 000 personnes dans les rues de Sydney samedi, à Donastia à Saint-Sébastien, une ville basque à la frontière franco-espagnole. Il y a eu aussi un immense défilé pour Gaza. Selon une participante, il y avait environ 200 000 habitants dans la ville et un quart d'entre eux étaient en manifestation. Sur le territoire palestinien aussi, le mouvement de protestation continue. En Cisjordanie, les affrontements entre la population arabe et les forces de sécurité se poursuivent. À Jénine, les troupes israéliennes ont mené une frappe aérienne sur des immeubles résidentiels où se trouvait l'un des leaders de la contestation. Des affrontements ont eu également lieu dans les régions de Tamun, de Kabatia, de Askara et de Tulkarm, avec en prime la poursuite des arrestations de militants palestiniens. À Gaza, comme en Cisjordanie, les journalistes sont en première ligne et se mettent en danger pour informer. Les autorités israéliennes, de leur côté, font tout pour que les images ne sortent pas, notamment avec les coupures de courant et la perte d'accès à Internet pour la plupart des Gazaouis. Les journalistes sont contraints d'aller dans les hôpitaux pour se brancher sur les générateurs qui fonctionnent encore pour recharger leur téléphone et ils utilisent les batteries des voitures, s'il y en a encore, pour pouvoir se recharger. Selon le syndicat des journalistes palestiniens, plus d'une 50aine de structures médiatiques ont été détruites. Ce fut d'ailleurs les premières visées par les premières frappes au tout début du conflit après le 7 octobre. Les autorités palestiniennes sont en train d'imposer un blackout médiatique de la bande de Gaza en étouffant le journalisme, dénonce Jonathan Tager, responsable du bureau au Moyen-Orient pour Reporters sans frontières. Évidemment, on vous tiendra au courant de l'évolution du conflit et des mobilisations, c'est très important, dans les prochains jours sur Actu Réfractaire. Donc pense bien à t'abonner pour être au courant de tout ça. Sur ce, je vous laisse avec le Johan du passé qui avait des cheveux beaucoup plus longs et une barbe approximative. On n'a pas parlé de foot depuis longtemps et c'est normal parce que nos clubs ne sont pas très glorieux quoi. Non mais 2-2 contre Quevilly les gars quoi, faut se réveiller là. Pas comme ça qu'on va aller en Ligue des Champions, merde. Par contre, ce dont on va parler, ce sont les petites magouilles avec l'attribution des droits télé de la Ligue 1. Historiquement, ces droits étaient détenus par Canal+, ceux qui sont de l'époque s'en souviennent, sauf que en fait c'est passé majoritairement dans les mains d'Amazon Prime en 2021. Pour la saison 2024-2029, ce sont Being, Amazon, Canal, Apple et un nouveau arrivant DAZN qui se disputent les droits. Mais Canal+ a tout chamboulé en annonçant ne plus vouloir participer aux enchères de l'appel d'offres. Pourquoi? Tout simplement parce que la mise initiale est trop élevée et que du coup il serait pas rentable pour eux d'acheter ces droits. Résultat, aucun diffuseur potentiel n'a participé à l'appel d'offres et ils vont tous devoir se disputer ça au gré à gré, c'est-à-dire qu'ils vont devoir négocier le nombre de matchs qu'ils veulent à un tarif plus avantageux que les 800 millions voulus par la LFP. La LFP, c'est la Ligue de football professionnel.
Et le fait de se partager le gâteau, ça c'est pas du tout une bonne nouvelle pour les supporters. La diffusion des matchs sur certaines plateformes contraint à s'abonner à différentes offres ou à être très rusé pour trouver les streamings corrects. Quant à DAZN, le dernier arrivé sur le marché, il se présente comme le nouveau Netflix du sport. Il veut casser les prix comme les codes. Problème, en se partageant les droits tout en faisant monter les prix, il devient de moins en moins rentable d'acheter ces droits de diffusion. On peut donc faire face à une crise financière où les diffuseurs refuseront de payer la LFP comme promis, faute d'avoir suffisamment gagné d'argent avec la retransmission. Un défaut de paiement qui pourrait donc se répercuter à tous les niveaux de la ligue. Et en attendant, les supporters vont devoir allonger l'argent pour pouvoir suivre leur équipe et s'abonner à plusieurs diffuseurs. Et pendant ce temps, l'État français, dans son budget de 2024, est en train de créer un paradis fiscal pour attirer la FIFA, la Fédération internationale de foot en France. Un amendement du projet de loi Finance cherche ainsi à avantager les ligues internationales sportives. Au programme, on retrouve des exonérations d'impôts sur les sociétés, de cotisations foncières et sur la valeur ajoutée des entreprises, mais aussi des exonérations d'impôts sur le revenu des salaires pendant 5 ans. Actuellement, la majorité des fédérations sportives se sont basées en Suisse avec un taux d'imposition de seulement 4,25%. Ce qui fait qu'en 2022, la FIFA n'a déboursé que 22 millions au fisc alors qu'elle a fait 2,4 milliards de résultats nets. Gianni Infantino, le président actuel de la FIFA, et Emmanuel Macron se sont entretenus plusieurs fois pour ramener la FIFA en France. La fédération veut ainsi, ou espère en tout cas, clore le chapitre des très nombreux scandales de corruption et des scandales financiers, notamment avec l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar. Cet amendement ne passe pas du tout pour l'opposition au Parlement, alors que la FIFA prévoit un résultat net de 11 milliards d'euros pour 2023-2026. Dans le camp macroniste, on argumente que le siège de la fédération créera des emplois très bien payés et qu'il boostera l'activité hôtelière, comme ça a été le cas en Suisse. Et de toute façon, si le Parlement n'est pas content, il y a les 49.3, comme ça il n'y a même pas besoin de trouver des arguments. Bref, le foot business, c'est toujours un problème. Alors qu'en tant que supporter, on s'en fout un peu de la thune. Ce qu'on veut voir, c'est du beau jeu et vivre pour la passion de nos équipes. Et pour voir Mbappé soulever une deuxième fois la Coupe du Monde. Quand même, c'est important. Et sinon, ce week-end, il y a eu le festival Rindam sur le Macadam qui lutte contre le projet de l'autoroute A69 entre Toulouse et Castres. Ce sont 10 000 personnes qui ont manifesté et festivalé entre l'autoroute. Face à eux se tenaient 1600 gendarmes qui sont intervenus, notamment face à l'installation d'une ZAD sur le tracé du chantier. Les zadistes ont visité une partie du site du chantier et auraient cassé quelques vitres de véhicules du chantier et quelques grillages de protection, de quoi énerver le préfet de Tarn, presque autant que Darmanin contre Benzema. Parce que vous savez, les biens et les personnes, c'est un signe égal entre les deux. Les biens sont aussi importants que les personnes. Les gendarmes, quant à eux, ont utilisé leur traditionnelle matraque, grenades et lacrymogènes comme d'habitude pour imposer ce projet. Bref, l'objectif Rindam a été bien accompli, même si l'occupation du site n'a pas tenu. Mais connaissant un petit peu les pratiques des militants du coin, à mon avis, ils ne vont pas s'arrêter là et on continuera d'en parler autant qu'il le faudra. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo qui n'est possible que parce que certains d'entre vous nous soutiennent via Tipeee et merci à vous pour ça. Là, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder l'émission et à la soutenir, donc merci beaucoup à vous. Si vous pouvez directement nous financer. Et sinon, il y a le like, le commentaire, le partage. Et ça, c'est très bien parce que ça permet de valoriser l'émission sur l'algorithme de YouTube et de Facebook. Et comme ça, on est plus regardé. Et ça, c'est cool. Sur ce, on se retrouve demain à 18 h. Ciao.